et à tous. Alors, je suis un peu dans le contre-jour, je vous prie d'en excuser. Donc merci d'être, nombreux cet, après-midi. Voilà, je vois qu'on est 25. Donc on vous propose, avec, Johanna et Andrea dans le cadre de ce groupe des réseaux européens que vous connaissez bien maintenant, ce webinaire sur, les fonds liés à la décarbonation de l'industrie notamment. On va faire un focus sur un fonds européen, qui est pas très connu et qui s'appelle l'Innovation Fund, et on a le plaisir, d'accueillir, Fabien Delafalise, qui est le point de contact national de ce fonds, qui nous vient donc de la DGEC, du ministère de, alors je sais pas s'il s'appelle toujours ministère de la transition écologique, vous nous direz, et puis vous ferez aussi un petit parallèle avec, le France 2030, qui est peut-être un peu plus connu d'un certain nombre, d'entre vous, avec quelques exemples. Alors donc merci de nous faire le plaisir de faire cette heure, de passer cette heure avec nous en Bourgogne-Franche-Comté. Je sais que votre temps est assez compté. Je vous propose donc de tous, mais vous en avez l'habitude, de couper, vos micros, et heu et de lever la main si vous avez quand vous voulez intervenir, mais peut-être, aussi ce qu'on peut faire, et comme ça permettra de garder les questions. Je vous propose, vous avez un QR code, d'aller dans l'application Slido, alors soit avec le code qui est affiché à l'écran, soit en photographiant le QR code, et de poser vos questions directement dans le Slido, et donc on les lira une par une, ensuite, à la fin de l'intervention. Donc, sans plus attendre, Fabien, j'arrête le partage et je vous laisse la main pour votre présentation. Très bien. Bonjour à tous, Fabien de la Falise. Et c'est bon, vous voyez bien mon écran? Alors on le voit, mais il est pas en plein écran par contre. Donc Bon, je pourrais peut-être pas faire mieux là. Euh, donc, je suis à la DGEC, donc actuellement au ministère de la Transition énergétique. Effectivement, donc la DGEC est rattachée à Bercy. J'ai pas mis à jour les slides parce que le décret d'attribution des compétences n'est pas encore sorti, mais euh, mais donc voilà, on est bien rattaché à Bercy. Et co-tutelle visiblement entre Bichu et Monsieur le maire. Donc, je suis en charge de piloter les actions sur l'innovation dans les domaines de l'énergie et du climat à la DGEC. Et dans ce cadre, j'occupe plusieurs fonctions, des fonctions du PCN sur l'Innovation Fund. Et également, je suis coordinateur national sur la stratégie d'accélération qu'on appelle TAS au SGPI. TAS, Technologie avancée système énergétique, un terme complet pour signifier énergie renouvelable. Je reviendrai dessus après. La DGEC est notamment en charge donc d'élaborer la SFEC, la stratégie française de l'énergie et du climat, avec un horizon partagé par les États membres européens, l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et donc cette stratégie se précise euh, d'année en année, hein. Elle est alimentée par l'innovation, les réussites des projets innovants qui ont fait leurs preuves. Et donc le rôle de la RDI a donc une place importante dans la SFEC et donc dans l'objectif commun que nous avons en Europe. Euh, et donc, il s'agit donc de mettre en place, de développer des dispositifs de financement qui se multiplient, notamment à l'échelle française. Je pense à France 2030, un dispositif annoncé par le président de la République, mais également à l'Europe. L'objectif, c'est d'accélérer dans le soutien à l'innovation. Et donc là, aujourd'hui, je vais vous parler d'un dispositif européen, donc l'Innovation Fund. C'est un dispositif qui ne cesse de croître grâce à l'extension du périmètre des quotas d'émissions, ce qu'on appelle le marché ETS, hein, et à l'augmentation du prix carbone. Parce qu'il faut avoir en tête que dans ce dispositif, les États membres ne mettent pas un centime d'euro. Les objectifs de l'Innovation Fund, il y a trois objectifs. Le premier, aider à créer des conditions financières favorables aux projets d'investissement. Stimuler la croissance et la compétitivité. Et le dernier, soutenir des technologies innovantes bas carbone.
Comment fonctionne ce dispositif? Cette slide présente les grandes lignes, je dirais les points marquants de l'Innovation Fund. Donc, ça encourage le développement des technologies qui sont bas carbone. Ça fonctionne par c'est un fonds qui est abondé par les revenus des ETS, donc qui est actuellement 40 milliards d'euros sur la période 2020-2030. Grâce à l'Innovation Fund, c'est un dispositif qui va permettre d'obtenir des subventions pour financer des CAPEX et des OPEX, jusqu'à 60% des coûts éligibles. C'est un soutien financier qui n'est pas considéré comme une aide d'État et c'est cumulable avec d'autres dispositifs, notamment France 2030 ou Horizon Europe. Contrairement à Horizon Europe, on peut y aller seul à l'Innovation Fund. Un seul porteur possible. Et également, il faut avoir en tête que c'est un concours. Les projets sont notés sur des critères. Donc l'opérateur, c'est Cinéa, et donc c'est piloté par la DG Climat. Alors, cette slide présente les thématiques concernées par l'Innovation Fund. En fait, pour faire simple, c'est à partir du moment qu'on a un projet qui permet d'abattre des GES, des gaz à effet de serre, on peut se poser la question s'il est éligible ou pas à l'Innovation Fund. Parce que c'est un périmètre extrêmement large. Ça peut aller au CCUS, aux énergies renouvelables, géothermie, et puis les nouvelles de tout ce qui est process industriel. On est sur un outil de déploiement industriel. Malgré qu'il y a le mot innovation dans le terme Innovation Fund, on est sur un dispositif qui soutient le déploiement industriel. Je vais y revenir après. Nous, également, un projet intéressant, catégorie intéressante, pardon, c'est les projets pilotes qui peuvent être, qui sont concernés. Ça fait le lien avec Horizon Europe. C'est-à-dire, ce sont des projets qui sont peut-être un peu trop matures pour aller dans Horizon Europe, mais pas suffisamment pour faire du du déploiement industriel. Et donc, l'Innovation Fund permet d'y répondre via la catégorie projet pilote. Alors, je vais passer à la prochaine diapo. Oui. Du Fabien coup, Debout, c'est moi, c'est Andrea qui a la main, comme ça, je pense parfait. que voilà, c'est plus C'est visible. mieux? Oui. Parfait. Donc, cette diapo présente les critères de sélection dans l'Innovation Fund, puisque c'est un concours. Et donc, comme tout concours, on essaye de gagner le 10e de points qui va bien pour passer la seuil de la barre d'éligibilité. Il faut vraiment bien l'avoir en tête, ça. Donc, il y a 5 critères. Il y a le degré d'innovation, qui est noté sur 15 points. Alors, c'est relativement peu, hein, comme je vous l'avais signalé. J'ai perdu l'écran, vous m'entendez toujours? Oui, mais on vous entend et on voit bien l'écran. D'accord. Bon, de mon côté, moi, j'ai plus rien du tout. Donc, je suis un peu embêté, soit c'est un bug informatique de ma part ou pas. Donc, je vais continuer. Donc, le premier critère, c'est donc l'innovation. Le deuxième critère, on est sur sur la quantité de GES qui peut être évitée par le déploiement de la technologie, qui est en lien avec le critère numéro 5. Critère numéro 5, qui est le ratio. On calcule le ratio subvention demandée sur la quantité de GES évitée. Et donc là, on est au cœur du dispositif de l'Innovation Fund. Parce que l'objectif, c'est de soutenir des projets qui permettent de décarboner l'Europe. Et donc, on a également deux autres critères. Alors, comme je vois plus du tout d'écran de mémoire, c'est le déploiement industriel et la réplicabilité et la maturité. Alors, sur la maturité, ça se décline en 3 points, la maturité technique, opérationnelle et financière. À noter, les projets qui ne passent pas la barre d'éligibilité, le plus souvent, c'est à cause du critère financier. Et puis également, il y a aussi souvent après, le retour d'expérience montre que ensuite, le deuxième point qui pose souci, c'est le degré d'innovation et éventuellement technique, la maturité technique. Donc, il faut être vigilant sur ces 3 points-là. Il y a des points bonus aussi à aller chercher.
les énergies renouvelables, le maritime, et puis les autres GES qui peuvent être abattus par le déploiement de ce projet. Et donc, on peut passer à la prochaine diapo. Et donc, Oui. là, je crois que j'ai un bug. Je suis désolé, mais je dois sûrement redémarrer mon PC parce que j'ai un écran noir devant moi et je vois plus rien du tout. Donc, je vous prie de m'excuser. C'est la première Alors fois que nous, ça me fait ça. on vous entend, mais vous êtes figé en fait. Ah, d'accord. OK. Alors si vous voulez prendre peut-être 2 minutes et à ce moment-là, je vais passer le slide avec le QR code et les questions si jamais il y a déjà des premières questions, qu'on peut emmagasiner pendant que vous faites la manip. OK. Merci, à tout de suite. À tout de suite. Alors, donc là, vous avez donc sur la gauche de l'écran l'application. Vous tapez Slido sur Google hein, ou un navigateur, enfin, et moteur de recherche plutôt, vous rentrez le code sans le dièse, ou alors vous prenez une photo du QR code et vous pouvez poser vos questions et que l'on passera une à une en fin de webinaire avec Fabien. Alors peut-être, Andrea, on peut meubler, comme on fait à la télé, hein. Si tu as une annonce à faire, peut-être on peut déjà d'ores et déjà vous dire que, fin mai, nous aurons une nouvelle plénière du réseau des réseaux européens, certainement le 28 ou le 29 à confirmer, qui aura lieu à la Maison de l'économie à Besançon. Donc déjà, vous pouvez marquer sur vos agendas 28 ou 29 mai et ça sera sous le même format que ce qu'on a fait le 13 octobre dernier, à savoir, un un élément de plénière dont on n'a pas encore complètement le programme, mais à la limite, on est demandeur de suggestions de votre part et un atelier, d'1 heure et demie pour chacun des 3 groupes, Oui. dont vous avez l'habitude. Oui, oui, ben, tout à fait. On est en train de vérifier aussi la disponibilité des points de contact nationaux du programme Interreg. On aimerait que le fil rouge soit un peu la coopération territoriale européenne, donc avec les différents programmes Interreg dont vous êtes potentiellement bénéficiaire, donc dont vous êtes éligible, tous les acteurs en Bourgogne-Franche-Comté, à savoir ils sont quatre, hein. Il s'agit de quatre programmes principalement qui financent des projets sur nos territoires. Ben, le plus proche, c'est celui avec la Suisse, Interreg France-Suisse, qui est géré directement par le conseil régional d'ailleurs, dont le conseil régional est autorité de gestion, mais il y a aussi d'autres programmes transnationaux, Interreg Espace Alpin, qui a son autorité nationale au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et Interreg Europe du Nord-Ouest, dont l'autorité nationale et autorité de gestion est la région Hauts-de-France. Et le quatrième et dernier, c'est un Interreg un peu particulier, c'est un Interreg interrégional qui s'appelle Interreg Europe. Et là aussi, c'est la région Hauts-de-France qui est autorité de gestion, autorité nationale. Donc, on essaie de mobiliser des collègues des autorités nationales pour venir présenter les opportunités pour nos territoires avec ces programmes Interreg. Et voilà, c'est pas sûr qu'on aura le temps et la disponibilité des quatre. C'est peut-être pas non plus le mieux si on veut avoir quelque chose de bien présenté. Donc, peut-être qu'il y aura que deux de ces quatre programmes, mais pour l'instant, on est vraiment à l'état de préparation.
de l'événement. Donc, voilà, on n'a pas encore un ordre du jour, mais effectivement, si vous avez des suggestions, comme disait Laurent, n'hésitez pas à nous écrire. Et en tous les cas, entre aujourd'hui et fin mai, il y aura d'autres rendez-vous, au moins encore un webinaire. On vous proposera d'autres choses. Vous inquiétez pas. Alors, je vais remettre dans le chat nos adresses mail, comme ça sera, si vous ne les avez pas, parce que je sais qu'autour de la table, il y a des gens qui ont peut-être été invités par d'autres. Donc, si vous souhaitez nous envoyer, et bien sûr, la présentation de Fabien de la Falise vous sera transmise. Alors, j'espère qu'il n'a pas trop de problèmes, parce que, alors, la date, on me demande la date, donc C'est prochaine. soit 28, soit 29 mai, à Besançon, du coup, la maison de l'entreprise côté de Biot. Et d'ailleurs, bah, j'en profite, s'il y a des Ah ben participants voilà. qui font pas partie du réseau, n'hésitez pas à nous envoyer, à nous écrire un mail pour qu'on puisse vous ajouter. On a un espace collaboratif Teams, on a notre liste de diffusion. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez rejoindre ce réseau. Alors Fabien nous a rejoint, C'est bon? c'est Vous bon, et ben m'entendez? j'arrête mon partage et on a fait un petit interlude, hein, Parfait. de Excusez-moi, pub, hein. et on vous repasse la parole. Vous Allez, présentez les slides? oui, c'est fait. Voilà. On était arrivé ici, je crois. Ah, les points marquants. Très bien. Donc, la précédente diapo, on a évoqué les critères. Et donc, sur ces critères, il y a quelques points marquants. La difficulté sur l'Innovation Fund, c'est de définir un scénario de référence pour pouvoir quantifier la quantité de GES qui sera abattue par le déploiement de la technologie. Donc, ça, c'est assez compliqué. Donc, c'est à regarder sur un scope d'une dizaine d'années. Le deuxième point que je voulais également vous signaler, c'est le cost efficient. Ça, c'est le seul critère de l'Innovation Fund où vous pouvez avoir tout de suite votre note. Vous calculez à votre demande de subvention que vous divisez par la quantité de GES évitée. Je pense par exemple 30 millions d'euros sur 5 millions de tonnes évitées. Et donc, vous utilisez la formule et hop, ça vous donnera votre note. Et donc, en fonction, vous avez si ce coefficient est supérieur ou pas à 200, votre projet est éliminé ou pas. Également, une question qui revient régulièrement, c'est la subvention, comment ça marche? Alors, il y a 40% de la subvention qui peut être attribuée avant la clôture financière, 60% après la clôture financière, et généralement, il y a 10% qui est attribué au moment de la mise en service. Et la clôture financière doit être établie dans les 4 ans qui suivent la signature de la convention qui attribue la subvention. L'examen des projets se fait en one-shot. Oui, attention à ça. On dépose le POSI numériquement sur le site internet de l'Innovation Fund. Il n'y a pas d'audition, pas d'entretien. Chaque année, j'ai des porteurs de projets qui viennent me voir et qui me disent « Ah, mais à la dernière minute, on a changé une annexe et on a une incohérence entre 2 chiffres, entre 2 paragraphes, entre l'annexe et le dossier. » L'examinateur ne s'embête pas, ils ne comprennent pas, allez hop, ils passent au prochain projet. Ils ne font pas de demande de complément. Ça arrive régulièrement. Là, la dernière fois, j'ai eu un porteur de projet où dans le tableau Excel, toutes les colonnes avaient été décalées d'une colonne. L'examinateur n'a pas compris, le projet n'a pas été analysé. Donc attention à ça, c'est des coquilles, c'est bête, mais chaque année j'ai 2-3 porteurs, on est à peu près à 10% en gros des porteurs de projets qui sont inéligibles à cause de ça. Donc je trouve que c'est très important, ou qui ont des difficultés. On peut passer à la prochaine diapo. Alors là, c'est une synthèse, cette diapo présente une synthèse du call de l'IF 23. Donc
Pour les petits projets comme les PME, ils seront en concurrence étudiés dans cette catégorie petite échelle. Donc, c'est des projets qui sont inférieurs à 20 millions d'euros. Pour les moyens projets, entre 20 et 100 millions, et pour les gros projets supérieurs à 100 millions d'euros. Donc, on a ici une catégorie qui va plutôt concerner les clean tech. Alors, qu'est-ce qu'on entend par clean tech? C'est hydrogène, énergie renouvelable, toutes ces notions. Et dans les autres, petites, moyennes et grandes échelles, ce sera plutôt des process industriels. Et dans la catégorie pilote, ça sera plutôt des projets de démonstration, des démonstrateurs qui sont un peu trop matures pour aller dans Horizon Europe, mais pas suffisamment pour être catégorisés dans du déploiement industriel. En gros, c'est TRL 5, 6, 7, quoi, à la louche. À noter que donc, les critères dans ces catégories Clean Tech et projet pilote auront des coefficients. Par exemple, l'innovation a un coefficient 2 et la maturité jouera également un coefficient 2 sur la production de technologies propres, les clean tech. Ma recommandation en tant que PCN, c'est de faire attention au seuil des plafonds, au plafond de chaque catégorie, notamment petite échelle et moyenne échelle. Je prends un exemple. Si vous avez un porteur de projet qui dépose qui a un projet à 104 millions d'euros, comme j'ai vu passer récemment, 104 millions d'euros, il va rentrer dans la large scale. Et donc, il va être en concurrence avec des projets à plusieurs milliards d'euros. Il n'a aucune chance d'être lauréat. Vaut mieux qu'il descende, qu'il fasse baisser son assiette de 104 à 99 millions d'euros, en diminuant de 5 millions d'euros son enveloppe. Il rentre dans la catégorie moyenne échelle, et ça devient l'un des plus gros projets de la catégorie moyenne échelle. Et là, il a toutes ses chances d'être lauréat. Donc attention à ces seuils. C'est pas grand-chose, mais il faut bien l'avoir en tête. Même remarque pour les 20 millions d'euros. On peut passer à la prochaine diapo. Donc ça, c'est le process. Donc, je vais essayer de gagner un peu de temps. Ce qu'il faut retenir sur cette diapo, c'est la clôture. C'est le 9 avril 2024. Et qu'on aura les résultats en novembre 2024. On peut passer à l'autre diapo. Ça, c'est un nouveau dispositif qui a été lancé par la Commission européenne en complément du call IF23. Celui-là s'appelle IF23 Auction. C'est un mécanisme d'enchère. Alors, l'objectif, c'est d'apporter de la visibilité dans le business plan des producteurs d'hydrogène vert avec un prix fixe de vente de l'hydrogène sur 10 ans. Donc, ça va concerner que les producteurs d'hydrogène renouvelable, au sens du RFNBO. Et comment ça fonctionne? En fait, je prends l'exemple d'un client qui s'engage à acheter l'hydrogène à partir de 4 € par kilo, alors que le producteur, lui, il peut produire uniquement son hydrogène vert à partir de 6,5 € par kilo. Et donc, l'IF Auction propose une prime potentielle de 2,5 € par kilogramme. Donc, ça permet de rééquilibrer un peu et d'apporter une réponse. C'est un dispositif intéressant qui est même plus avantageux pour une fois qu'un dispositif américain, puisque aux États-Unis, c'est 3 $ par kilo, et nous, on est plutôt jusqu'à un maximum de 4,5 € par kilogramme. Son fonctionnement, ça fonctionne avec une procédure d'appel d'offres concurrentielle sur la seule base d'un prix de vente de l'hydrogène. Et ça octroie de la prime après la mise en service, versement de la production sur 10 ans, possible uniquement si le porteur a déjà des lettres d'engagement d'achat. Alors, la Commission, via ce mécanisme, apporte et souhaite encourager en fait les contrats à long terme. C'est quelque chose qu'elle encourage beaucoup. Et c'est un dispositif qui ne peut pas être cumulé avec d'autres dispositifs de soutien. Sinon, on déstabilise complètement les enchères. Donc voilà, on peut passer à la prochaine diapo. Donc, pareil, donc le process,
La Commission souhaite aller rapidement, être très rapide sur ce dispositif avec une clôture le 8 février parce que c'est un dispositif nouveau. Elle souhaite obtenir du retour d'expérience via ce premier dispositif pour en lancer un second en 2024. Et donc, elle souhaite connaître les porteurs de projets, les dossiers, éventuellement ajuster le cahier des charges. Voilà, on peut passer au prochain. Donc, cette diapo elle rappelle le positionnement de l'Innovation Fund parmi les autres dispositifs européens. Donc, on retrouve Horizon Europe et puis les autres dispositifs InvestEU. Et donc, je rappelle qu'on peut cumuler avec l'Innovation Fund via des subventions françaises, notamment dans les programmes nationaux. Je pense à France 2030. On peut passer à la prochaine diapo. J'ai voulu mettre cette diapo sur le Diag Europe qui est piloté par la BPI puisque ça permet de soutenir et de monter des dossiers pour des dispositifs européens, dont l'Innovation Fund. Le Diag Europe prend en charge jusqu'à 50% des coûts éligibles dans une enveloppe de 20 000 € et elle propose également des bureaux d'études qui sont accrédités par la BPI pour suivre le montage de dossiers. Et donc, c'est quelque chose de très intéressant, notamment à destination des PME. Parce que pour monter un dossier à l'Innovation Fund, il faut avoir les reins solides quand même. Ça nécessite au moins un ETP à plein temps. Il faut bien lire le cahier des charges, il faut quelqu'un qui soit bien au fait de ce mécanisme. Donc, moi, j'encourage de passer par un bureau d'études. On peut passer à la prochaine diapo. Alors ça, c'est la description des projets qui sont lauréats dans l'Innovation Fund. Ça permet de cartographier les thématiques qui marchent bien, qui sont souvent lauréats dans l'Innovation Fund. Sans grande surprise, on retrouve l'hydrogène, le ciment, la manufacture de tout ce qui est production de chaux. On va également le domaine de la chimie, qui est extrêmement importante, qui est polluant, et on retrouve beaucoup de projets qui sont lauréats. Le verre, la production de verre avec Saint-Gobain, la raffinerie, et donc, d'une manière générale, après les énergies renouvelables. Voilà, on retrouve un peu de tout en fait. On peut passer à la prochaine diapo. Et donc ça, c'est une présentation des lauréats français. Alors, ils ne sont pas tous là, mais c'est ceux qui sont en ligne sur le site de la Commission européenne. Donc, on va retrouver... elle est intéressante cette diapo puisqu'elle montre à la fois qu'il y a des PME et des grosses sociétés comme Saint-Gobain, EDF, Air Liquide, et on retrouve les subventions peuvent être assez importantes, comme pour Equiom qui a obtenu 153 millions d'euros. Donc, et puis j'ai remis également la typologie dans les secteurs. Donc comme on peut le voir, il y a un peu de tout. Il y a des IRVE. IRVE, c'est installation de recharge des véhicules électriques. On va retrouver le ciment, le solaire, l'hydrogène, le CCUS. Donc on retrouve pas mal différentes technologies qui peuvent être soutenues par l'Innovation Fund. On peut passer à la diapo 15. Donc la communication, moi je fais régulièrement des infodés où à chaque lancement de call, on organise un webinaire où j'invite la Commission européenne. On essaie de s'organiser avec d'autres PCN, notamment avec Horizon Europe, ça marche plutôt bien, ou PCN Industrie Climat ou RFCS. J'ai remis en replay les liens vers les replays de la présentation des calls faites par la Commission européenne et Cinéa, IF 23 Call et l'Auction l'Infodé. Et puis également, j'anime une page sur LinkedIn, la page du PCN France, de l'Innovation Fund, qui permet de communiquer à l'écosystème de l'Innovation Fund. Et également, souvent, on me demande des bureaux d'études, etc., des noms de bureaux d'études ou pour trouver des partenaires. Moi, je les renvoie soit vers la page de l'Innovation Fund ou soit vers la fac, où des questions peuvent être posées et ça permet de bien comprendre qui s'intéresse à l'Innovation Fund. C'est très utile pour savoir
quels sont les porteurs de projets qui s'y intéressent ou les bureaux d'études qui peuvent être intéressants à consulter. On peut passer à la prochaine diapo. Alors, comme j'ai la chance d'être coordinateur dans le plan d'investissement France 2030, je coordonne la stratégie TAS, Technologie avancée des systèmes énergétiques. Il me semblait intéressant également de faire un focus sur ce dispositif-là et pour montrer qu'il y a certaines synergies qui peuvent être trouvées avec l'Innovation Fund. Ça sera très rapide, donc il y a France 2030, 54 milliards d'euros. C'est un plan qui s'inscrit dans la continuité des programmes d'investissement d'avenir, avec une nouveauté, c'est l'investissement à l'industriel, le soutien au déploiement industriel et le renforcement à l'innovation, via également la mise en place de coordinateurs qui travaillent, qui doivent coordonner l'action publique en interministériel. On peut passer à la prochaine slide. Donc, ce slide présente les principes généraux de France 2030. Bon, on peut faire simple, c'est zéro dépense défavorable à l'environnement, 50% aux acteurs émergents, et on accepte la prise de risque et l'échec. Voilà ce qu'on peut vous dire rapidement, et plus d'informations sur france2030.gouv.fr. On peut passer à la prochaine. Donc, il y a 10 objectifs dans France 2030 qui sont remis là. Ça concerne beaucoup de segments. Donc énergétique, que j'ai mis un focus ici puisque étant à la DGEC, je voulais détailler à la fois le nucléaire, le développement des énergies renouvelables et tout ce qui est technologie avancée pour les systèmes énergétiques. Je pense notamment au photovoltaïque, à l'éolien flottant, les énergies et les réseaux énergétiques. Mais il n'y a pas que ces 10 objectifs-là, il y a aussi des leviers. Il y a 5 leviers qui sont intéressants et qu'on soutient dans France 2030, qui passent par les matières premières, l'électronique, les formations, les stratégies numériques. Voilà ce que je pouvais dire, et on peut passer à la prochaine diapo. Alors, il y a deux axes complémentaires dans France 2030. Pour faire simple, il y a l'innovation dirigée. Alors, qu'est-ce que c'est que l'innovation dirigée? C'est porté par des stratégies d'accélération où on a un objectif à un certain horizon temporel. Je vais prendre par exemple le nucléaire. On a l'horizon de développement de SMR en 2030, avec première pierre déposée à l'horizon 2030, et on met en œuvre sur tout le développement, sur tout le continuum de l'innovation, des programmes qui vont permettre d'accélérer l'innovation sur les SMR. Avec, ça peut être un PEPR, ça peut être la maturation technologique, de la démonstration en conditions réelles, un soutien au déploiement via les compétences et métiers d'avenir, l'accélération de la croissance de start-up, de certaines briques technologiques pour arriver au SMR, etc. Et à côté de ça, on a l'innovation structurelle. Donc là, c'est plutôt le jardin à l'anglaise. On va financer, on va apporter le terreau nécessaire pour que nos écosystèmes fassent émerger des projets intéressants. Donc, sans regarder, par définition, l'innovation, on ne sait pas ce que cela donne dans plusieurs années. Et donc là, c'est vraiment ce jardin à l'anglaise, l'innovation structurelle permet de répondre à cet axe. Donc, je pense notamment à des axes particuliers, les IRTE, ou alors des aides au guichet comme Innov, IDEMO, portées par la BPI. On peut passer à la prochaine diapo. Et donc là, c'est un exemple de ce qu'on retrouve dans l'innovation dirigée. Donc, j'ai développé l'exemple du nucléaire, mais on peut le faire aussi avec la stratégie TAS que je coordonne. Donc, nous avons un PEPR, on va faire de la maturation, on a des outils pour faire du déploiement, du déploiement industriel, avec l'appel à projet ENR Industrie. Et sur l'innovation structurelle, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va retrouver notamment les IRTE. Là, je me suis concentré sur les ITE, les 7 ITE, donc dans le photovoltaïque, mobilité, etc. Et puis, dans le volet structurel, et ça marche également par des aides à l'innovation. Je pense à la French Tech, l'AIMI French Tech 2030, et puis les dispositifs IPHD, les ILAB, INNOV, IDEMO. Alors, tous ces cahiers des charges
Ces appels de ces dispositifs sont disponibles sur les sites internet des 4 opérateurs de France 2030, ADEME, BPI-France, ANR et Caisse des dépôts. Et puis, on peut passer à la dernière diapo. C'est la dernière. C'est la dernière. Donc, c'était pas la. Donc, j'avais rajouté 2 diapos qui présentaient. Je peux peut-être repartager vite fait mon écran si j'y arrive. C'était pas essentiel, c'était juste les appels à projets. Je vais pas le faire parce qu'en fait, ça permettrait. Je vais devoir Alors, passer en VPN. peut-être par contre, vous pourrez nous renvoyer Je vous renverrai. et on diffusera la présentation Alors, je avec regarde quelques vite slides fait. additionnels. Je dois l'avoir en fait. Hop, en local. Je regarde ça vite fait. Alors, déjà peut-être, il y a quelques questions qui sont arrivées Oui. dans le Slido. Alors, je vous pose déjà la question. Donc, première question, quels sont les porteurs de projets qui sont éligibles alors à l'Innovation Fund et puis peut-être ensuite à France 2030? Est-ce que les entreprises, j'imagine, hein, on en a parlé, mais est-ce que aussi les associations ou les clusters, voire les collectivités publiques sont-elles ou les sociétés mixtes, hein, peut-être quand il s'agit d'équipements, sont-elles éligibles à ces questions, à ces appels, pardon? Alors, il faudrait regarder plus en détail le cahier des charges, mais effectivement, a priori, oui. D'une manière générale, ça ne concerne pas que. Ça peut être aussi des personnes individuelles. Il me semble que c'est écrit comme ça dans le cahier des charges, mais c'est assez ouvert, oui. Il faudrait regarder les conditions un peu plus spécifiques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut y aller en consortium ou on peut y aller seul. Ok. Alors, autre question. Alors, je vais d'ailleurs partager. Hop, 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 voilà, comme ça, vous voyez les questions. Vous devez voir normalement les questions qui sont Alors, apparues. Autre ah oui. question. Quelle est la proportion de... Alors, je me suis permis de poser celle-là. Quelle est la proportion de PME déposant des petits projets? On a vu dans votre tableau tout à l'heure un certain nombre de noms. Quel est voilà, combien il y a des PME à peu près, enfin au niveau français, qui déposent à chaque call, enfin chaque appel, pardon, et quel est le taux de succès pour Alors, ces PME? cette année, en 2024, c'est la première fois où il y a un seul call qui réunit les petits projets et les gros projets, euh, et avec l'ouverture d'un moyen pour les moyens projets, un call sur les moyens projets. Dans les autres années, ça fonctionnait un peu différemment. Avant, ça fonctionnait par 2 appels à projets. Un petit call et un large scale project pour les gros projets. Et donc, c'était assez... évidemment, les PME ont plutôt tendance à déposer dans les petits projets, mais pas que. Il y avait quand même des petits PME qui déposaient dans les gros projets, et qui arrivaient à lever par exemple 1 milliard d'euros d'argent pour monter des gros projets. Ça arrive, mais c'était assez rare. Et gérer la proportion en PME, là je vais prendre l'exemple du dernier call sur le Small Scale Project. Il y a eu 19 candidatures françaises. Il y en a, je crois, 13 qui n'ont pas été éliminées. Et puis, il y a eu 3 lauréats de PME. D'accord, Et donc c'est la 3 sur 19, quoi. Voilà, mais attention, c'était 19 projets français. Après, il y en a beaucoup plus, évidemment, à l'échelle européenne. Hein. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que les porteurs de projets, c'est la France qui avait déposé le plus de projets dans ce dispositif. Et on a eu 3 lauréats. La France tire son épingle du jeu de ce dispositif de l'Innovation Fund. C'est quelque chose qui marche plutôt bien pour les Français. En termes de subventions récupérées par la France, on doit être le premier pays qui récupère des subventions via l'Innovation Fund.
Alors, je vais me permettre de vous poser la question suivante, parce qu'il n'y en a pas eu d'autres. Est-ce que vous avez indiqué tout à l'heure qu'on a intérêt à être proche des seuils max. Est-ce qu'à l'inverse, des projets de PME, par exemple, de territoire, qui seront proches du seuil mini de 2,5 millions d'euros, est-ce qu'ils ont une chance ou c'est même pas la peine d'y penser? Je pense qu'ils ont une chance, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était d'un point de vue statistique. 2,5 avec des projets qui sont à 20 millions, là on peut être sur des niches technologiques. Moi je raisonnais d'un point de vue statistique. On peut très bien avoir, et c'est pris en compte par la commission, on peut très bien avoir un petit projet à 3 millions d'euros qui est vraiment dans une niche, mais et qui peut avoir des caractéristiques bien spécifiques et donc être très bien valorisé à l'Innovation Fund. Je pense que c'est un peu moins vrai au niveau du seuil, mais c'est plutôt vrai au niveau des plafonds. Donc, je ne sais pas si c'est bien clair ça. Donc Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, peut-être que vous avez, comme j'ai pas affiché si je le vois. le QR code de nouveau, je crois qu'on a répondu au fait aux 3 questions. Le taux de Alors, succès, je ne peux pas est-ce que préciser. Le taux de succès, très rapidement, d'un point de vue général, on était sur un dispositif avec un taux de succès de 10% dans les précédentes années. Cette année, il y a une volonté quand même de la Commission d'augmenter ce taux de succès et on s'approche plutôt de 25-30%. D'accord, ce qui donne une chance. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? N'hésitez peut-être pas aussi à prendre la parole si vous voulez poser Ouais, une question à si on n'est l'oral. pas très nombreux, levez la main si vous avez des questions que vous préférez poser à l'oral. C'est le moment. Il y a pas de peut-être que certains je dirais des vocables que vous avez pu utiliser sont moins connus par, certains de nos participants aujourd'hui. Si tel est le cas, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions sottes, hein, n'hésitez pas Ouais. à poser la question. Même si les collègues au conseil régional, ils ont trouvé un peu peut-être compliqué parce qu'ils ne sont pas peut-être habitués à ce type de programme. Enfin, n'hésitez pas à prendre la parole ça Alors faire en tout cas quand même un retour aussi pour Fabien sur alors il y a une question, oui, de Philippe Dergirol, allez-y, je vous en prie. Votre micro. Mes excuses. Oui, la question concerne le lien entre cet Innovation Fund et le fonds vert. Parce que dans le fonds vert, donc 2024, il y a un nouveau volet de subventions pour les territoires d'industrie. Et donc la question que je voulais vous poser, c'était savoir s'il était possible de cumuler effectivement les subventions européennes telles que vous les avez décrites avec des subventions fonds vert. Alors tout à fait. Oui, a priori, c'est bien compatible. L'Innovation Fund peut être complémentaire avec d'autres dispositifs français ou européens. Et donc, ça peut avoir une incidence de deux choses. La première, c'est que ça permet d'améliorer la maturité financière des projets. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais souvent, le retour d'expérience montre que les projets qui ne passent pas la barre de l'éligibilité échouent à cause de 2 ou 3 critères qui reviennent le plus souvent. C'est le premier critère qui est mis en défaut, c'est la maturité financière. Donc, être lauréat d'un dispositif complémentaire, ça augmente cette notation sur la maturité financière. Et après, les autres, par contre, ça peut avoir un impact sur le cost efficiency que je vous ai présenté tout à l'heure sur la subvention demandée. C'est le ratio subvention demandée sur la quantité de gaz à effet de serre évité. Puisque on peut cumuler les deux dispositifs, mais les assiettes devront être différentes dans ces deux dispositifs. On n'a pas le droit de financer 2 fois la même chose avec de l'argent public. Et donc, cette assiette-là vont évoluer, le cost efficient, ce ratio va nécessairement diminuer un peu. Donc, c'est plutôt très bien d'être lauréat d'un dispositif français. En tout cas, moi, je l'encourage,
puisque c'est le retour d'expérience qui le montre que ça permet d'augmenter les chances de succès. Merci. Et peut-être autre point en attendant des questions, les messages clés que moi je fais passer aux porteurs de projets, premièrement, c'est entourez-vous de bureaux d'études parce qu'il y a les seuls. J'allais vous poser la question. J'en ai jamais vu, ou si, il y en a eu, mais c'est les grands groupes qui peuvent le faire. Il me semble que Equium n'avait pas de bureau d'études. Et sinon, il faut avoir un bureau d'études parce que le cahier des charges est compliqué à manipuler. Il y a des éléments à compléter en ligne, comme des tableurs Excel, etc. C'est vite fastidieux, l'ergonomie n'est pas forcément au rendez-vous, et donc il faut prendre un bureau d'études qui a l'habitude de faire ça, en fait, qui est dans sa zone de confort et qui fait ça. Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce bureau d'études également, il y a certains bureaux d'études qui permettent de faire une étude entre guillemets, de réussite, de faisabilité de candidature à l'Innovation Fund. Pour 10 000 €, ils estiment les chances de succès à l'Innovation Fund. Ça permet de dégrossir, de savoir si ça vaut le coup ou pas. Alors ça c'est pas mal pour les grosses entreprises. Et ça rédige également un scénario pour un début de scénario pour déposer à l'Innovation Fund. Troisième recommandation que je propose toujours, c'est de prendre un autre bureau d'études pour évaluer les quantités de GES qui seront évitées par le projet, par le déploiement de la technologie. Ça va faire gagner des points dans la qualité et la crédibilité des hypothèses qui sont retenues. Alors, c'était le critère de mémoire 1.3 et 5.2. Et donc là, il y a 8 points à gagner, 8 points sur 72, uniquement sur la crédibilité et la robustesse des hypothèses qui sont retenues par le porteur de projet. Et donc, cet audit sur les gaz à effet de serre, c'est un audit qui coûte autour de 10 000 €, qui se fait bien par des bureaux d'études spécialisés, et ça permet d'apporter une zone de confort à l'examinateur qui sera peut-être pas spécialiste du domaine industriel de la technologie qui sera déposée, dans le projet déposé. Alors, il y en a une question de Malua. Juste avant qu'elle pose sa question, pour rebondir sur votre propos, est-ce que vous savez si certains de ces bureaux d'études, comme ça peut être le cas dans des sociétés de consulting, par exemple, qui montent des appels à projets type Horizon Europe ou autre, est-ce qu'il y en a qui fonctionnent en success fee, enfin donc qui facturent au succès, ou on est plutôt sur une facturation au départ, quoi. Aucune idée. D'accord. Je pense Mais que pas c'est... de retour là-dessus. Non, pas de retour. Malua? Oui, bonjour, merci beaucoup. Alors, c'était juste pour vous demander vraiment une précision pour savoir si j'ai bien compris. Dans la réponse sur les fonds verts plus l'Innovation Fund, qui sont compatibles, donc comme on ne peut pas financer 2 fois la même assiette, ça permet d'avoir une assiette qui serait sur le fonds vert, une autre assiette qui sont sur l'Innovation Fund, et de faire un projet beaucoup plus ample, plus gros. Oui. Donc, c'est bien ça. Oui, en tout cas, vous présentez comme avec les éléments que vous apportez, oui, je le comprends comme ça. Bien, merci. Après, je ne connais pas spécifiquement bien ce fonds vert. Mais en tout cas, pour l'Innovation Fund, on peut cumuler avec d'autres dispositifs, notamment ceux de 2030. On a déjà eu des... Sur l'Innovation Fund, juste une question, vous l'avez précisé peut-être, mais ça m'a échappé un instant. Le financement est principalement en subvention, mais il y a également d'autres mécanismes de financement ou non? Alors non, c'est les deux dispositifs que j'ai présentés. J'ai présenté l'auction hydrogène, j'ai un doute. Oui. Excusez-moi, j'ai enchaîné les webinaires aujourd'hui et je dois être au 3e, donc j'ai un doute de ça. Donc c'est que du 100% subvention. D'accord, ok.
Merci pour la précision. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou également sur les appels France 2030 qui ont été présentés en fin de webinaire? Non, tu penses que tout est clair pour tout le monde? Écoutez, Alors Fabien, n'hésitez je pas. vous laisse peut-être rajouter un ou deux mots si vous le souhaitez, et Oui. puis on va conclure. Oui, alors n'hésitez pas, moi je fonctionne comme ça, c'est que le vendredi, un vendredi sur deux, je propose à des porteurs de projets de répondre à leurs questions. Je fais des créneaux de 1 quart d'heure, 25 minutes, ça dépend. Et avec un collègue qui est spécialisé de la technologie, on essaye de répondre au mieux et en fonction de leur technologie, on leur apporte un retour d'expérience vis-à-vis de leur technologie. Et si nécessaire, on peut même monter une task force interministérielle pour, voilà, pour voir s'il y a des points bloquants, je sais pas. Voilà, on essaye d'être au plus près du porteur de projet. Parce que souvent, ce sont des gros porteurs de projets, il y a plusieurs millions d'euros à la clé, et comme ça ne coûte pas un centime d'euro à la France, pour moi, l'Innovation Fund, c'est une priorité en fait dans mon travail en fait. Donc n'hésitez pas, ils peuvent prendre Est-ce que contact direct. vous avez une adresse générique ou c'est votre adresse mail pour vous Non, à contacter? ce stade-là, c'est mon adresse personnelle, mais ouais, on verra si on se structure autrement plus tard. D'accord, donc je la rappelle dans le chat, si vous me permettez. Oui, bien sûr. Voilà. Écoutez, merci beaucoup Fabien de votre temps. Merci à toutes et tous d'avoir participé. On diffusera le replay de ce webinaire, et puis si vous pouvez m'envoyer la dernière version de la Oui, présentation, comme ça on l'enverra également aux participants d'aujourd'hui. oui, Et puis, s'il n'y a plus aucune autre question que je ne vois pas, je vous souhaite à toutes et tous un très bon week-end, et je vous remercie, et rendez-vous à une prochaine édition d'un focus sur un programme ou un appel à projet. merci beaucoup à tous. Au Merci, revoir. au Merci à revoir. tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, bon week-end.